Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette nouvelle vidéo dédiée au top des jeux vidéo de 2022. Comme d'habitude, je précise 2 points. Le premier, ce n'est pas un classement exhaustif de toutes les sorties de jeux vidéo de 2022, uniquement un classement des jeux que j'ai personnellement testés en 2022. Après, bien sûr, dans le top, il y a des jeux sortis en 2022, mais pas que. Et ensuite, c'est un classement purement subjectif. Oui, je donne des arguments que j'essaye le plus objectif possible, mais l'ordre dans le top dépend énormément de mon appréciation personnelle. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent et d'en discuter dans les commentaires. Sur ce, bonne vidéo à tous. Alors, je préfère prévenir tout de suite, ce jeu n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. Si vous êtes un minimum sensible, je vous déconseille très fortement d'y jouer. Le jeu est un point and click assez court, il doit durer quoi, 2-3 heures à tout casser, et dans lequel vous allez incarner le jeune Hamilton alors qu'il est en proie à des hallucinations, ainsi qu'une famille toxique et abusivement malsaine. J'ai testé ce jeu dans l'optique du futur épisode d'Universalis, et j'aime autant vous dire que, même moi qui suis quand même relativement solide niveau contenu dérangeant, ça reste un jeu qui m'a mis quand même assez mal à l'aise. Donc le soft, globalement, il est bon, hein, ça j'ai pas à dire le contraire. Très court et pas particulièrement innovant, mais vachement marquant. Maintenant, c'est plus à voir comme une expérience dark et glauque que comme un jeu vidéo à part entière. Pour ce qui est des défauts, le jeu est intégralement en anglais. Donc si vous voulez le tester, je vous conseille quand même d'avoir un bon niveau. Sinon vous allez rien paner à l'histoire. Maintenant, est-ce que j'y rejouerai un jour ? Probablement pas. Mais c'est clair que je l'oublierai pas de sitôt. Bon bah... Encore une fois, je vous autorise à vous foutre de ma gueule. Il se trouve que, pour mon anniversaire, un pote a décidé qu'il allait m'offrir la version Deluxe des Sims 4, avec, je crois, tous les DLC inclus dedans. Je vous laisse un peu imaginer la tronche que j'ai fait en voyant le cadeau. Mais bon, quitte à ce qu'il ait gâché du fric pour moi, autant essayer de m'amuser avec. Alors, j'ai pas touché aux Sims depuis le tout premier épisode, quand j'étais ado. Donc je vous cache pas que j'étais assez paumé en constatant les différences. Grosso modo, le pitch, y en a pas, vous créez des Sims à qui vous allez faire vivre leur vie, si possible en leur faisant accomplir les meilleures choses possibles. Avoir le meilleur métier, devenir un génie dans un art ou un hobby, et cette série est notamment connue pour, à chaque opus, ressortir les mêmes DLC plutôt que se contenter de tout remettre dans un seul jeu. Parce que ce serait con de pas gagner du fric sur le dos des pigeons. On y retrouve donc la possibilité d'avoir les 4 saisons, d'adopter des animaux, de partir en vacances, d'organiser des mariages, de devenir un sorcier, un vampire ou une sirène. Et c'est impressionnant à quel point, quand vous êtes dedans, bah vous êtes dedans. Si jamais vous lancez une partie avec un objectif en tête, vous ne lâchez pas le jeu tant que vous l'avez pas atteint. Et c'est là que surviennent pour moi 2 gros points noirs. Je sais pas si c'est le cas en mode vanilla, mais avec tous les DLC, c'était un vrai problème. Y a tellement de trucs à faire sans arrêt. Entre les jours fériés, les jours de fête, les gens qui t'invitent à sortir, aller au travail ou à l'école tout en faisant tes devoirs par derrière. Le tout sans oublier de satisfaire les besoins élémentaires que sont la faim, la vessie, le sommeil, le moral, tout ça. Bah qu'à force, t'as le temps de rien faire. Et bah pour le coup, c'est une bonne représentation de la vie en fait. Mais c'est quand même assez chiant. Heureusement, vous avez la possibilité de mettre en pause le vieillissement des Sims. Sinon, j'en serais déjà à la 4ème génération sans avoir atteint mes objectifs. Mais par contre, pas moyen de mieux gérer les besoins dans les paramètres, histoire que le jeu te foute un petit peu la paix, quoi. Donc, je peux vous encourager à tester le jeu, parce que c'est vrai que ça m'a bien occupé pendant quelques semaines. Après, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que la surcharge de trucs à faire peut très vite vous dégoûter. Moi, par exemple, j'ai arrêté d'y jouer au bout d'1 mois, mais je sais pertinemment qu'un jour, bah je vais y retourner. Nous avons affaire ici à un petit jeu indépendant, que je qualifierais de mix entre un walking simulator et un point and click. Vous avez plusieurs zones à explorer, parfois petites, parfois plus grandes, et dans lesquelles vous allez récolter différentes informations et indices afin de résoudre les nombreuses énigmes sur votre chemin. Parce que oui, des énigmes, il y en a un bon paquet.
L'histoire, c'est celle de Nora, une jeune femme atteinte d'une maladie qui l'affaiblit de plus en plus. Son mari a mené une expédition vers une île tropicale où il pense trouver un remède à sa bien-aimée, avant de disparaître sans laisser de traces. Nora va donc se lancer à sa poursuite, retracer son parcours et éventuellement se soigner. Le design global du jeu est assez appréciable, puisqu'il est beaucoup plus proche du comics avec son style graphique un petit peu particulier. Et du coup, ça le rend sacrément appréciable à l'œil. Autre chose à savoir, le jeu est une incursion dans l'univers de Lovecraft, et c'est probablement le voyage le plus beau et le plus paisible auquel j'ai jamais eu droit dans l'univers du mythe de Cthulhu. Mis à part un chapitre où on est sur une plage en pleine nuit au beau milieu d'une tempête, à cette unique exception, c'est un environnement majoritairement tropical, avec énormément de couleurs, et les environnements sous-marins sont de toute beauté. Les énigmes sont logiques, j'ai rarement eu de grosses difficultés dessus, parce qu'elles avaient toutes un fonctionnement cohérent. La seule qui m'a vraiment posé problème, c'est une du niveau 3, il me semble, où on devait gérer 3 boutons pour aligner 3 objets. Sauf que chaque bouton en faisait bouger 2 à la fois. Et je dois être singulièrement con, parce que ce genre d'énigme me fait bugger le cerveau. Donc je n'arrive jamais à m'en dépêtrer. Franchement, j'ai réussi à le passer totalement au pifomètre. Je sais pas du tout comment j'ai fait. Après, on va pas se mentir, si vous êtes un adepte de l'univers Lovecraftien, je pense que dès le début, vous allez piger quelle est cette maladie et ce que va devenir Nora. Du coup, est-ce que c'est un bon jeu? C'est pas exceptionnel, mais franchement, j'ai bien aimé. Et si vous appréciez l'univers de Lovecraft et les énigmes, bah ça peut être un moyen de découvrir le mythe de Cthulhu, mais d'un autre point de vue que celui qu'on nous sert habituellement. Je crois que j'ai rarement été autant pris par un concept aussi débile. Le pitch, y en a pas. Vous êtes un nettoyeur spécialisé en le jet d'eau à haute pression et les missions que l'on vous donne servent à laver tout un tas d'endroits ou de véhicules. Il va falloir gérer les embouts pour un jet plus ou moins large et puissant, utiliser le bon savon pour gérer les saletés résistantes, etc., etc. Au fil de vos missions, vous gagnez de l'argent qui vous permet d'acheter un meilleur matériel, des bouteilles de savon, des perches, etc., etc. Et bah c'est sacrément reposant bizarrement. Je peux vous garantir que j'ai passé plusieurs niveaux que j'ai intégralement nettoyé, et je me faisais absolument pas chier. Au contraire, avec un gameplay aussi débile, ça vous occupe vraiment, sans vous demander de réfléchir. Pour être honnête, quand je l'ai testé, j'étais confiné chez moi avec le Covid, c'était parfait. L'inconvénient majeur selon moi, c'est que autant nettoyer dans les grandes largeurs, c'est amusant, quand vous devez ensuite fouiller tout l'endroit pour retrouver les micro-pixels de crasse que vous avez loupés, je vous cache pas que là ça devient un peu chiant. Alors ok, vous avez une touche pour faire temporairement reluire la saleté, et la tablette peut vous aider à repérer à peu près dans quelle zone il y a encore de la crasse. Sauf que parfois, vous allez passer une heure entière à tourner dans le niveau, parce que vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut. Parce que les infos ne sont pas suffisantes. Le pire, c'était le skatepark. Donc j'avais fouillé tout le sol pour retrouver l'unique pourcentage de poussière restant, sauf que là, la touche pour faire reluire la saleté, elle sert à rien, puisque sur un sol blanc aussi grand, de toute façon, c'était pas visible. Mais malgré ça, ouais, c'est une bonne découverte qui peut vous occuper pendant quelques heures, notamment si vous n'avez pas particulièrement envie de vous casser la tête à réfléchir sur un jeu. On a droit ici à un beat'em up à l'ancienne, c'est-à-dire en 2D où vous contrôlez les personnages du dessin animé des années 90. Le gameplay est sympa, même si je m'attendais à un peu moins de difficulté dans le mode tranquille. Au début, je trouvais la jouabilité assez rigide, avec assez peu de combinaisons de touches. Un comble pour un beat'em all, il n'y a pas de version française, mais bon, en même temps, pour le peu de dialogue qu'il y a... Cependant, au fur et à mesure que je testais les jeux, bah, je m'adaptais de plus en plus facilement. Et après quelques niveaux, j'avais totalement intégré le système, j'enchaînais plus facilement les ennemis, je sortais plus facilement les attaques, dont certaines qui sont quand même vachement classe, même si je pense quand même que le jeu a davantage été pensé pour de la coop qu'un jeu solo. Je pense qu'effectivement, si vous jouez à ce jeu à plusieurs, ça doit être un énorme délire, mais en solo un peu moins quand même. Visuellement, c'est très beau, mais en fait, pour le coup, c'est tellement beau que je regrette qu'il n'y ait pas une option pour enlever la pixelisation.
qui à mon sens est plus là pour nous dire hey, vous avez vu, c'est pixelisé comme un jeu des années 90, c'est le retour des années 90. Tout le monde s'en fout. Autre truc chiant aussi, là je pense que c'est une référence au beat'em up de l'époque, c'est que chacune des tortues va forcément crier quelque chose à la fin d'un combo. Ce qui au bout de 5 minutes devient très énervant. Raison de plus pour laquelle je jouais quasi exclusivement avec April, parce que elle au moins elle ferme sa gueule. D'ailleurs oui, on peut se battre avec April. Alors, j'aime bien l'idée mais elle savait se battre dans le dessin animé. C'est pas du tout une vanne, hein, c'est une vraie question. Est-ce qu'elle savait se battre dans le dessin animé? Parce que de mémoire, elle était plus souvent une princesse en détresse qu'une journaliste badass. Bref, pas un souvenir impérissable, mais il est pas impossible que je m'y remette. Donc si vous le testez en solo, laissez-lui quand même quelques heures, histoire de bien vous accommoder aux systèmes de jeu. Mais même si j'ai pas testé, je vous conseillerais plutôt d'y jouer en multi, parce qu'il a l'air d'être majoritairement pensé pour en fait. Alors, Little Nightmares, j'avais joué au premier épisode il y a 2 ans, je crois, et j'avais adoré. Il y avait quelques passages assez frustrants, mais globalement c'était une bonne expérience. Avec un univers qui est extrêmement glauque et vraiment pas facile à comprendre parce que ça emprunte beaucoup au cauchemar d'enfant, quoi. Et donc j'ai enfin pu tester l'épisode 2, qui est en fait un préquel au premier. Et globalement, je suis assez content de retrouver cet univers assez sombre et cryptique. Je sais pas si on pourrait le rapprocher du cinéma de Burton, presque peut-être, parce que lui, je suis à peu près sûr qu'il en aurait jeté des spirales dans son caleçon en y jouant. Hein. Et évidemment, ça continue à jouer sur le principe du cauchemar d'enfant. Putain, la séquence avec l'institutrice. Et ouais, il y a toujours pas mal de passages qui demandent de l'infiltration, et on est très souvent sur les nerfs à jouer sur la corde raide. L'inconvénient, c'est que... Il me semble pas que c'était le cas pour le premier opus, mais visiblement on n'est plus totalement en 2D. Et pour vous donner un exemple, techniquement, vous êtes censé vous déplacer sur un trajet en 2D. Mais dans cet épisode, pas que. Vous avez un minimum de profondeur avec laquelle vous allez devoir jouer. Sauf que dans un jeu de plateforme où la caméra est fixe, et je vous cache pas que ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Vous allez très souvent vous retrouver à foirer un saut parce que vous n'étiez pas calibré quasi au pixel près. Même pour les combats, oui, maintenant il y en a, où vous allez vous retrouver à affronter plusieurs adversaires à la suite. Je vous rappelle que vous crevez au moindre coup, et que vous pouvez avoir une fâcheuse tendance à rater votre cible, parce que vous aviez visé un pixel à côté. Ce qui, je vous le cache pas, est extrêmement frustrant. Les checkpoints sont aussi globalement assez mal gérés, puisque souvent quand tu crèves, même si t'es à 2 doigts de finir la séquence, eh bah tu repars du début. Pour recommencer une séquence qui en général demande de la patience et du sang-froid pour être réussie. Aussi un autre problème, c'est que pour échapper à un ennemi, parfois faut juste connaître son pattern à l'avance en fait. Sinon vous allez avoir des moments où il va revenir en arrière ou regarder un truc alors que vous étiez juste persuadé qu'il allait regarder ailleurs. Ce qui là peut être assez frustrant. Non, et pour beaucoup ça va pas être un défaut, mais pour moi c'en est un. Il n'y a pas possibilité de désactiver les vibrations de la manette. Alors, on pourrait se demander, avec tous ces défauts, qu'est-ce que ce jeu fout dans mes tops, mais... Globalement, l'univers est tellement cool. L'ambiance et la fluidité des séquences de plateforme sont vachement fun. Non, il y a beaucoup de défauts, mais j'ai énormément adhéré au jeu. Et très franchement, je le conseille à tout le monde. Enfin, le testez pas si vous avez l'esprit un peu trop sensible, hein. J'aurais pas que vous fassiez des cauchemars à cause de moi. Des petits cauchemars. Ok, j'arrête. L'histoire est celle de Marianne, une jeune femme dotée de dons parapsychiques, lui permettant, entre autres, d'avoir des contacts réguliers avec les morts, et qui va se retrouver dans un ancien centre de vacances désaffecté depuis des décennies. Petit point assez particulier, le contexte est celui de la Pologne de 1999, ce qui déjà excuse l'absence de toute technologie un peu trop avancée comme Internet, mais aussi les aspects très présents du communisme soviétique. D'ailleurs, si c'est un point de vue qui vous intéresse, je vous recommande très fortement la série de bande dessinée Marzi, qui justement suit le quotidien d'une petite fille dans la Pologne des années 1980. Niveau gameplay, c'est certainement pour ça que The Medium est placé aussi loin au-dessus de Ninja Turtles. Oui, on s'inspire de l'ambiance et d'un gameplay des années 90, mais The Medium a au moins la décence de moderniser le tout.
de pas raboter les graphismes pour faire genre on est 30 ans en arrière. Et oui, les années 90 c'était il y a 30 ans, vous êtes vieux, de rien. Au programme donc un protagoniste assez lent, avec des angles de caméra précalculés, le tout saupoudré d'un bon paquet d'énigmes et en lien avec des recherches d'objets. Cependant, notre chère Marianne étant médium, elle possède quelques petits éléments de gameplay en plus. Par exemple, elle peut avoir une aura qui l'aide à repérer certains indices invisibles à l'œil nu, et je peux vous garantir que c'est excessivement utile. Et dans certaines séquences, l'écran va se splitter en deux, nous laissant admirer Marianne évoluant à la fois dans le monde réel et dans une espèce d'enfer à la Constantine. Désolé, j'ai pas de meilleure référence. Ce qui peut être assez perturbant de devoir gérer la donzelle dans deux endroits différents, mais globalement on s'y fait assez vite. Même si je vous cache pas qu'au début ça peut occasionner un petit mal de tête. Le truc étant que les deux dimensions sont liées, ce qui fait que si vous avez un passage qui est bloqué dans l'une, bah vous pourrez pas avancer dans l'autre. Cependant, vous aurez quand même un système de projection astrale qui permet à Marianne de sortir de son corps et donc de n'agir que dans le monde des esprits, ce qui lui permet du coup de l'explorer plus librement. Action cependant à ne pas utiliser à la légère parce que plus vous restez longtemps séparé de votre corps, plus votre esprit va se désagréger au fil du temps. Niveau technique, le jeu a eu droit à pas mal de patchs pour l'optimiser, ce qui le rend à présent globalement passable, même si je vous cache pas qu'il y a quelques cinématiques où ça rame un peu. Mais bon, on est très loin du désastre de Ghostwire Tokyo. Mais globalement, ça reste un jeu qui est super gourmand en ressources. Sinon, le joystick droit ne sert absolument à rien. Alors ok, on peut pas bouger la caméra, mais quand notre héroïne trouve une lampe torche, voilà, j'aurais bien aimé pouvoir au moins balayer le rayon de lumière. Il me semble que c'était possible dans les premiers Silent Hill en plus. Les séquences d'infiltration sont sympas, sans être exceptionnelles. Sinon, d'un point de vue scénaristique, j'avoue que ne pas voir le visage de certains protagonistes m'a un peu paumé. En fait, à plusieurs reprises, vous allez les entendre via des échos, mais du coup, ce sont des silhouettes déshumanisées. Il n'y a aucun moyen de les assimiler à un visage en particulier. Donc si vous n'arrivez pas à les identifier à l'oreille, vous risquez d'être un peu paumé dans l'histoire. D'ailleurs, je trouve le scénario assez décousu. Alors, globalement, c'est compréhensible, hein, mais il y a quand même des moments où t'as des éléments qui popent un peu sans prévenir et tu fais quoi ? Tu te dis mais d'où ça sort, quoi ? Par exemple, le deuxième boss, on va dire, son origine, elle sort de nulle part, le truc il apparaît et on te raconte à ce moment-là d'où il vient. Ouais, ok, d'accord. Et comme t'as aucune idée d'où sort le perso, bah t'es un peu en mode mais c'est quoi le rapport ? Mais globalement, même si on peut accuser le jeu d'être assez rigide dans son gameplay, et beaucoup trop gourmand au niveau ressources, je trouve qu'il a réussi à rester dans un aspect vieillot nostalgique, tout en essayant d'introduire de nouvelles mécaniques, sans pour autant en abuser. Exception faite avec les rasoirs. Le chara-design des PNJ est plutôt cool, j'avoue. Par contre, celui des monstres, il est oubliable comme pas permis. Pareil pour les décors, malheureusement. C'est con parce que, pour une fois qu'on avait un environnement vraiment pas habituel dans les jeux vidéo, donc clairement, je trouve que ce jeu est une petite réussite, pas exceptionnelle, certainement pas parfaite, mais je trouve que c'est un très bon hommage aux jeux vidéo des années 90, et je vous encourage à le tester. Bon, là encore, si vous me suivez, vous savez globalement ce que je pense de Star Wars, et si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir le tribunal télévisuel que j'ai fait dessus, ça me fera plaisir. L'histoire se déroule une dizaine d'années après l'épisode 3 et l'Ordre 66, où l'on va suivre le jeune Cal Kestis, un ancien padawan de l'Ordre qui vit caché comme un ferrailleur au service de l'Empire. Sauf que, évidemment, il va se trahir et devoir fuir l'Empire pour carrément se mettre à la recherche d'un MacGuffin. Un truc dont je me suis rendu compte au fil du jeu, c'est qu'il s'est vachement inspiré de certains éléments de gameplay de Jedi Knight, et notamment Jedi Outcast. La capacité à courir sur les murs, le fait d'avoir un pouvoir pour repousser, un pouvoir pour attirer, même le prénom du héros, Cal, est phonétiquement assez proche de celui du héros de Jedi Outcast, c'est-à-dire Kyle. Cal, Kyle. On a aussi une très grosse inspiration de Dark Souls dans le level design, un semi-open world avec des blocages de raccourcis, et quelques camps de méditation qui vous permettent de restaurer l'intégralité de votre énergie, mais qui en contrepartie fait rip-hop tous les ennemis de la zone. Pas bien logique, mais le système est appréciable. Niveau technique, globalement ça va. C'est beau,
même si c'est pas irréprochable. On a souvent des ralentissements dans les cinématiques, et il y a parfois des gros ratés dans l'animation du perso principal. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à faire un mea culpa. Quand le jeu est sorti, j'ai critiqué le choix de l'acteur, que je connaissais notamment à travers de la série Gotham, et qui à mon sens avait autant de charisme qu'une moule cuite. Et je suis globalement toujours de cet avis, en tout cas sur ce jeu. Néanmoins, c'est la première fois qu'on a droit à un personnage masculin roux au premier plan. Ouais, c'est con à dire, mais les rouquins sont aussi souvent discriminés. Mais aussi, le jeu a suffisamment marché pour avoir une suite, et quand on voit le nouveau design de Cal, c'est bon, le gars a l'air de s'être fait une culture de charisme, il a l'air plus adulte et plus mature, donc ouais, on peut en faire quelque chose de ce petit gars. Bref, le jeu. Toujours sur la technique, le soft peut moduler ses paramètres graphiques entre épique, excellent et normal. Vous n'avez pas en dessous. Donc si vous voulez y jouer sur PC mais que vous n'avez pas un ordi de qualité, je vous cache pas que ça va être un peu compliqué. Pour ma part, j'ai réussi à jouer sans trop de problème en épique, mais j'ai quand même dû désactiver les 60 FPS. Par contre, même avec ça, il y a quelques passages où ça rame, quoi. Pas toujours, et souvent au début, quand on vient de lancer le jeu. En dehors de ça, c'est occasionnel. Il y a aussi plusieurs petits détails qui m'ont quand même bien fait chier. Genre que votre sabre laser n'est pas capable de tuer un mob d'un seul coup. Il est impossible de passer les cinématiques, ou de se téléporter au vaisseau pour quitter une planète. Certains combats de boss manquent clairement d'épicness, comme celui sur Dathomir, il me semble. Le système de contre et d'esquive, à mon sens, manque un peu de réactivité. Les finish moves sont assez répétitifs. La personnalisation de Cal et de son droïde sont parmi les plus superficielles et les plus inutiles que j'ai pu voir. Et le pire du pire, ce que je considère comme l'arnaque ultime, le jeu te laisse croire que tu vas pouvoir lancer ton sabre laser ou en utiliser 2 à la fois. Ce qui pour moi est un de mes grands kiffs de Jedi Academy. Mais en fait non, le lancer de sabre et avoir un sabre dans chaque main, c'est juste un élément d'un combo, rien de plus. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le soft. On progresse de mieux en mieux, ça réclame de faire gaffe sans pour autant être extrêmement difficile. En même temps, j'ai joué en facile, on débloque de nouveaux éléments de gameplay à mesure qu'on progresse, ce qui du coup retarde énormément l'arrivée de la lassitude, et même s'il y a quand même quelques passages assez what the fuck dans l'intrigue, bah ça reste assez plaisant à suivre. Et j'ai beaucoup aimé certaines révélations. Donc voilà, j'en suis le premier étonné, mais même si Fallen Order n'est pas un jeu parfait, je trouve que c'est une excellente incursion vidéoludique dans l'univers de Star Wars. Et je vous encourage à le tester. Alors, est-ce que quand j'ai décidé que j'allais faire des tops et des flops sur des jeux vidéo, je m'attendais à avoir un jeu vidéo sur les Schtroumpfs parmi les meilleurs jeux que j'aurais testés de l'année? Certainement pas. L'histoire est celle de nos petits hommes bleus, évidemment, dont l'environnement se voit détérioré par la Malfeuille, une hideuse corruption libérée par Gargamel. Nos vaillants petits héros vont donc tour à tour s'équiper du vaporisage Schtroumpf, histoire de nettoyer tout ça. J'avoue que je m'attendais à bien pire. Clairement, de base, le jeu s'adresse à un public assez jeune, probablement aux alentours de 7-8 ans, et c'est un jeu de plateforme à l'ancienne. Votre personnage a des capacités de base, et plus vous progressez dans le jeu, plus vous allez étoffer ses capacités. Vous allez débloquer le saut-bombe, le sprint, le planage, et vu qu'on est dans un environnement semi-ouvert, bah le temps de finir le jeu, on n'a pas le temps de se lasser du gameplay. Alors rien d'exceptionnel dans tout ça, bien sûr, même si je trouve le soft extraordinairement honnête, surtout pour un jeu qui s'adresse à des enfants. Pourquoi je dis que le jeu s'adresse à des enfants? Parce que le scénario vole pas bien haut, quoi. Et globalement, le gameplay pourrait facilement se rapprocher de ce qu'on avait dans les premiers Rayman. Pas trop compliqué pour les plus jeunes, et qui en même temps donne envie d'aller plus loin. Dans les défauts, on a quelques problèmes de caméra, c'est assez rare. Par contre, c'est vrai que le tout dernier niveau chez Gargamel, même si vous avez réussi à pas crever une seule fois depuis le début du jeu, chez Gargamel, vous allez enchaîner les morts, là, c'est peut-être essentiellement à cause d'une séquence de furtivité qui va vous demander de connaître le cheminement quasi par cœur. Certains chronos sont quand même beaucoup trop serrés, vous avez des séries de champignons à décontaminer dans un laps de temps précis, et autant pour certains c'est hyper simpliste, autant d'autres, même avec tous les bonus débloqués au maximum, j'ai jamais réussi. Sinon, le vrai reproche que je ferai au jeu, c'est que l'histoire vous conduit à incarner successivement plusieurs schtroumpfs. Le schtroumpf à lunettes, le schtroumpf cuisinier, la schtroumpfette et le schtroumpf costaud. Attends. Je viens de réaliser un truc. Le schtroumpf costaud est tatoué.
Est-ce que ça veut dire que dans l'eau, il existe un Schtroumpf tatoueur? J'ai viens de penser à ça. Enfin bref, et il y a absolument zéro différence entre les personnages. Ils ont tous les 4 absolument les mêmes compétences. Alors que pour le joueur, ça aurait pu avoir un petit intérêt. Genre, bah, pour telle mission, je vais avoir besoin de ce Schtroumpf-là, pour une autre, je vais avoir besoin de celui-ci. Donc, non, il n'y a aucune différence entre les personnages. Mais en vrai, j'ai tellement apprécié le jeu que ça m'a vachement donné envie de redécouvrir l'univers des Schtroumpfs et leur BD. Et du coup, en fait, à force, j'ai limite presque envie de faire un tribunal télévisuel dessus, tellement l'univers est vaste en fait. Donc, si vous aimez la plateforme et les bons jeux, je vous invite très chaleureusement à tester les Schtroumpfs Mission Malfeuille. Bon! Alors, j'ai fait une chronique vidéoludique dédiée à la saga de Mafia. Et si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le faire. Mais du coup, ma chronique, je l'avais faite avant la sortie du remaster, que je n'ai donc pas testé à l'époque. Il est grand temps de réparer cette injustice. D'ailleurs, je précise tout de suite, étant un gros habitué du jeu d'origine, une grande partie de mon appréciation ou de ma dépréciation est issue de la comparaison avec le Mafia de base. Alors, on va commencer par ce qui fait mal, le changement de VF. En soi, c'est pas problématique. C'est surtout dérangeant dans le sens où, dans le jeu d'origine, chaque voix avait un timbre vraiment marquant que vous identifiez pratiquement au premier coup d'oreille. Et là, j'ai trouvé que beaucoup de voix se ressemblaient. Par exemple, au tout début du jeu, Tommy a une conversation avec un client dans son taxi, et j'arrivais pas à différencier les deux en fait. Néanmoins, le jeu est vachement plus large en termes de difficulté et de paramétrage. On peut toujours switcher entre les différents modes de conduite, ou entre des flics qui seront au taquet sur les petits délits du genre excès de vitesse, brûler un feu rouge, tout ça, ou alors demander à ce qu'ils ne réagissent que pour les cas graves. On peut ajouter une aide à la visée, gérer la difficulté et la dangerosité des ennemis. L'épisode de la course est toujours présent malheureusement, mais comme vous pouvez justement moduler la difficulté, bah ça pose moins de problèmes que dans le jeu de base. Ça reste crispant, mais en facile, je l'ai fini à la 2e tentative. On a toujours la possibilité d'aller voir Luca Belton, sauf que cette fois ce sera vraiment à vous de décider, hein. Le jeu ne va pas vous dire retourne au bar de Salieri ou va voir Luca, non, là c'est juste, si vous avez un moment vous pouvez aller le voir, mais c'est pas le scénario qui va vous indiquer quand le faire. Ce qui est bien parce que ça vous permet de rester plongé dans la trame principale, et en même temps ils ont remplacé le système des missions de Luca par un système avec des cartes postales. Je vous avoue que j'ai eu la flemme d'essayer de les faire. Les combats au corps à corps sont plutôt vachement meilleurs que dans le jeu de base. Par contre, les finish moves sont d'une mollesse, surtout comparé à ce qu'on pouvait avoir dans Mafia 3. Le système pour tirer en voiture, je suis pas totalement convaincu. Alors ok, viser et conduire en même temps c'était galère. Et on peut enfin se mettre à couvert pendant les fusillades. Ça, c'était une mise à jour obligatoire. L'infiltration arrive un peu plus souvent, mais elle est pas beaucoup plus intéressante que dans le jeu de base en fait. Pire encore parce qu'il y a au moins une mission dans laquelle vous êtes obligé de la réussir sans jamais vous faire voir, sinon c'est game over. Heureusement, quand un ennemi vous repère, tant qu'il n'a pas tiré, personne d'autre n'est au courant. Donc du coup, pour l'empêcher de révéler votre présence, bah vous pouvez littéralement vous jeter sur lui et le tataner pour l'assommer avant qu'il ait temps de gueuler. C'est pas toujours logique, mais putain ça vous sauve. Niveau histoire et personnages, les personnages sont globalement plus développés, notamment Sarah qui fait vachement moins princesse en détresse. Elle est un peu plus présente et a une personnalité plus affirmée. Elle est toujours moins importante que les héros de l'intrigue, bien sûr, mais elle est plus là pour être juste la godiche qui se fait tringler, quoi. On a plus facilement des infos sur l'ambiance des années 30 et sur les différents contextes mafieux. Par exemple, pour ce qu'on en savait dans le jeu de base, Morello et Salieri, du moins au début, étaient plus ou moins à égalité. C'est juste que Morello avait quelques atouts en plus dans sa manche. Mais alors là, clairement, Salieri est à la ramasse, ce qui justifie d'autant plus que les persos baignent pas dans le luxe. D'ailleurs, il y a pas mal de points du scénario qui ont été modifiés, et autant il y a des changements que j'ai beaucoup appréciés, et en même temps, je trouve que c'est une mouture beaucoup moins subtile que l'épisode de base. Par exemple, il y a beaucoup moins de réflexion et de débat entre Tommy et l'inspecteur Norman. Donc, conclusion, c'est un excellent remaster,
probablement même un des meilleurs que j'ai jamais testé. Maintenant, les changements du scénario sont-ils meilleurs? Je sais pas, ça reste matière à débat. Mais si vous avez envie de tester le premier Mafia sans pour autant vous taper le gameplay archaïque du début des années 2000 et les graphismes de l'époque, ouais, je vous encourage très chaudement à le tester. L'histoire est celle d'un petit chatou mignon que vous incarnez, qui va se retrouver perdu dans les bas-fonds d'une civilisation robotique et tenter désespérément de retrouver son chemin vers la liberté et la nature. Gardons quand même en tête que le protagoniste de Stray est un chat infiniment plus intelligent que nos compagnons actuels. Non, parce que je veux bien qu'il ait un ange gardien volant, mais faut pas déconner non plus. Un chat va très rarement faire ce que tu lui demandes. J'avoue que le début m'avait assez moyennement motivé. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de challenge. Et le tout début, c'est vraiment résoudre des énigmes à la Okami. Un perso a besoin de tel objet, cet objet est détenu par un autre, mais pour l'obtenir, il va falloir rendre service à ce personnage, qui peut être rendu grâce à un autre personnage qui lui a besoin d'un objet, etc., etc. Bref, sympa mais classique. Sauf que, il y avait zéro menace. C'est vraiment à partir d'une heure de jeu qu'on commence à tomber sur les orques, qui réussissent à être assez stressantes, sans être frustrantes pour autant. On peut quand même reprocher au jeu d'être un peu trop facile, et j'avoue que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir sauter sur commande, et que tous les bons soient scriptés en fait. Même si, il faut l'avouer, ça évite les chutes malheureuses. Par contre, vous auriez pu mettre une carte quoi. J'ai un très très mauvais sens de l'orientation, notamment dans les jeux vidéo, et le nombre de fois où j'ai tourné en rond au début, c'était assez chiant. Et si jamais vous venez me dire « Oui, mais un chat, ça ne lit pas les cartes », je vous répondrai « Un chat n'a pas besoin de lampe torche pour voir dans le noir ». Certains ont critiqué le jeu pour sa durée de vie assez faible, c'est vrai qu'il se finit en 6-7 heures à peu près, mais au contraire, je trouve que pour le gameplay qu'il offre, la durée de vie est parfaitement équilibrée. Ça nous occupe pour un temps, mais s'il avait duré, je sais pas, 2 fois plus longtemps, là le jeu serait devenu chiant. Parce que les phases de gameplay sont pas excessivement variées. Néanmoins, je vous conseille ce très joli petit jeu qui est Stray. C'est pas la meilleure découverte de l'année à mes yeux, même si techniquement il est parfaitement stable. C'est assez court, mais il réussit à se contenter de ce qu'il a sans en abuser. Bon, je l'ai probablement déjà dit dans les flops, je joue rarement à des FPS, principalement parce que j'aime pas la vision à la première personne sur un écran. Je me sens extrêmement restreint avec. Après, il y a quand même des pépites qui valent le coup d'œil, hein. Bioshock, Mirror's Edge, le premier, Dying Light, le premier, et évidemment, les nouveaux Doom. Clairement, j'ai infiniment plus pris mon pied avec Doom Eternal qu'avec les Wolfenstein. La Terre est envahie par des démons, mais le Doom Slayer revient avec un vaisseau spatial et l'intention d'éradiquer les chefs infernaux pour libérer la planète. Bon, il me semblait quand même que le Doom Guy était plutôt du genre à tirer avant de réfléchir. Du coup, ça m'a un peu étonné quand, au tout début, sur les 3 prêtres, t'en as 2 qui arrivent à s'enfuir. Et c'est aussi étonnant parce que j'étais persuadé que à la fin de l'épisode précédent, le Doomslayer était envoyé en enfer. Ok, ça fait un moment que j'y ai pas rejoué, mais enfin quand même. Le jeu est hyper actif, hyper nerveux, vous avez pas intérêt à rester en place plus de quelques secondes. Ça castagne dans tous les sens, c'est gore, c'est fun, c'est extrêmement con, oui. Mais là, contrairement à Wolfenstein, bah ça le fait bien. Je regrette cependant quelques phases de plateforme qui... je trouve vraiment pas sans sas, notamment à cause de la vue FPS, parce que pour certaines c'était vraiment la limite du vicieux. Je suis pas non plus très fan de l'ennemi le maraudeur, qui à mon sens c'est complètement pété en fait. Alors que, je vous le rappelle, je joue en facile. Sauf que là, le mode facile, tenez-vous le pour dit, c'est un mode normal. J'ai fait pratiquement tout le jeu sur la corde raide, avec ma santé, mon armure qui arrêtait pas de faire du yo-yo, pour que face à l'avant-dernier boss, suite à ma 5e mort consécutive, le jeu me dise « Je t'offre l'armure de la sentinelle, qui réduit énormément les dégâts que tu prends. » Vous trouvez pas que c'est le genre de truc qu'il aurait fallu me donner, je sais pas, dès le début du mode facile? D'autant que c'est un peu l'arnaque, hein. L'armure de la sentinelle, elle dure que pour un niveau. C'est-à-dire que le stage suivant, si tu trouves que c'est encore trop dur, bah il faudra à nouveau que tu te laisses tuer 5 fois d'affilée pour récupérer l'armure en question. Je peux vous garantir que face au boss final, en fait, j'en ai eu tellement vite marre que j'ai fait ouais bon, vas-y, bute-moi 3-4 fois encore, j'en ai marre, parce que niveau difficulté, il y a
quand même des moments où le jeu abuse. Je suis censé être le Doom Slayer, pas une putain de victime. Néanmoins, ça reste un excellent défouloir. C'est une putain de course en avant avec de l'ultra-violence extrêmement jouissive. C'est un bordel sans nom et c'est putain de fun. Donc si vous ne l'avez pas fait, jouez à Doom Eternal. Et si vraiment vous trouvez ça trop dur, n'hésitez pas à vous laisser crever en boucle pour obtenir l'armure de la sentinelle et ainsi rouler sur vos ennemis. L'histoire est celle de Kena, une guide d'esprit, dont le rôle est de venir sauver les âmes des morts pour les amener vers l'au-delà, et ainsi les empêcher de devenir maléfiques et de corrompre la nature. Le jeu est un semi-open world, un peu à la manière d'un Dark Souls ou d'un Witcher 1. Vous avez une grande map où vous pouvez revenir en arrière quand bon vous semble, mais uniquement par un chemin prédéterminé. En termes de gameplay, Kena est plutôt agile et peut faire de la grimpette, même si c'est assez scripté. Et on aura droit à des combats relativement réguliers, mais qui ont le mérite de ne pas être envahissants. Il y a pas mal de bonnes énigmes, même si j'avoue c'est un peu saoulant de tourner en rond avant de réussir à trouver par où il faut commencer, quoi. Mais une fois qu'on a le début, on enchaîne très facilement. Grosso modo, rien de neuf à l'horizon, c'est un système de jeu très classique, mais qui a le mérite d'être efficace, et qui se couple très bien avec l'univers, et qui arrive à ajouter de nouveaux éléments de gameplay assez régulièrement, ce qui encore une fois aide énormément à lutter contre la lassitude. Pour ce qui est des graphismes, c'est magnifique. Même moi qui joue pas en ultra, je trouve que c'est un des jeux les plus propres que je connaisse. Un de mes gros problèmes avec les graphismes des jeux, notamment les modernes photoréalistes actuels, c'est leur tendance à stupidement gâcher l'immersion. Par exemple, vous allez voir l'épée d'un perso qui passe à travers son armure, ou alors les cheveux qui passent à travers le chapeau. Pour moi, il y a pas mieux pour me sortir du jeu en fait. Et là, Kena a fait un sans faute. J'ai pas vu une seule texture se chevaucher avec une autre de tout le jeu. J'ai même pas vu un seul bug. Donc, conclusion, faites des jeux avec leur propre univers graphique et arrêtez avec le photoréalisme que vous ne maîtrisez pas. Merde! Évidemment, le scénario ainsi que le chara-design, c'est du Pixar. Ça m'a foutu les larmes aux yeux à plusieurs reprises, et même s'il y a quelques points qui sont assez prévisibles, ça reste très émotionnel, parfaitement géré et vraiment super beau. Un gros défaut quand même, vu que c'est quasiment du Pixar, j'aurais aimé qu'on ait droit à un doublage français de qualité. Mais malheureusement, non, on a droit que à une VOST. Après, même si les voix anglaises font leur taf, hein, mais pour moi, ça me perd en immersion. Ah, et vous auriez peut-être pu trouver un autre nom pour les rots. Non, je déconne pas. Ces petites créatures mignonnes qui accompagnent Kena. Ce sont des rots. Ce qui déjà en français sonne pas très bien, mais en fait c'est leur nom anglais de base. Et en anglais, rot signifie pourriture. Pour des petites bestioles mignonnes, il y avait mieux comme nom. Un autre petit point noir, c'est qu'on ne sait pratiquement rien de Kena. Elle est là pour faire son job et c'est marre. Mais l'ennui, c'est que pratiquement au début, le jeu nous tease qu'elle a l'air de souffrir d'une espèce d'infection, mais on n'aura aucune réponse à ce sujet. Ou alors c'est très sous-entendu, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu frustrant. Ceci dit, si c'est une excuse pour faire une suite, moi je suis pas contre. Bref, c'est un très bon jeu, ni trop court ni trop long, c'est beau, c'est émouvant et intelligemment développé. En bref, je vous recommande très fortement à jouer à Kena Bridge of Spirits. Bordel de nanny the fuck! Alors, le soft a été développé par Devolver, une boîte d'édition de jeux vidéo avec laquelle je suis assez mitigé. J'adore Broforce, par contre j'ai détesté Hotline Miami, Witchcraft Inc. était chiant comme pas permis, et Trek to Yomi a l'air d'être à chier quoi. Ça. Donc autant vous dire que quand j'ai vu que ça venait d'eux, j'étais moyen chaud quoi. Le pitch, c'est que vous êtes un petit agneau sacrifié, mais par chance, vous êtes sauvé d'une divinité emprisonnée dans les limbes, qui vous ressuscite, en échange de quoi vous allez devoir monter un culte en son nom, gagner en puissance et anéantir les autres divinités. Et le jeu se scinde en 2 séquences, notamment une partie de roguelike, pas mal inspirée du système de Binding of Isaac, durant laquelle vous allez trouver quelques ressources, du fric et parfois des adeptes. Et c'est dans ces missions que vous allez affronter les divinités ennemies et leurs représentants. Entre 2 sessions de baston, vous aurez droit à un retour sur une map où se trouve votre culte, et vous allez donc diriger vos adeptes de la façon dont ça vous chante.
et qui m'a en grande partie fait penser à Don't Starve, notamment niveau direction artistique. Vous pouvez demander à vos suiveurs de passer la journée à couper du bois, à prier, ce genre de choses, et en même temps il faut s'arranger pour qu'ils aient de quoi bouffer, et qu'ils vivent dans un environnement pas trop cradin. Donc il va falloir nettoyer les petites crottes. Et oui, pour cuisiner, il va falloir collecter de la nourriture, que ce soit dans les parties roguelike ou dans des zones un peu plus calmes, où vous allez pêcher par exemple. Et évidemment, il faut conserver un certain niveau de foi avec votre temple, qui va vous permettre de faire des serments, d'améliorer la doctrine de votre secte, ou d'effectuer des rituels. Par exemple, vous pouvez choisir entre rendre vos adeptes véganes, histoire qu'ils soient heureux de bouffer de l'herbe. Alors c'est très con à dire, mais je peux vous garantir qu'au début, quand vous avez quasiment rien d'autre à leur donner à bouffer, c'est très utile. Ou au contraire, les orienter vers le cannibalisme. Parce que bon, enterrer un adepte qui vient de mourir, c'est un peu gâcher de la viande. Vous pouvez mettre en place des rites funéraires ou au contraire instaurer une nécromancie pour ramener les adeptes à la vie. J'ai pas encore testé celui-là. Là, vous pouvez mettre en place le fait de tuer vos adeptes parce qu'ils critiquent un peu trop votre façon de faire, ou bien mettre en place un système de sacrifice pour absorber leur puissance et augmenter votre ferveur. Ferveur qui permet de débloquer de nouveaux avantages, de nouvelles constructions, de nouvelles doctrines. C'est incroyable le nombre de choses qu'il y a à faire dans le jeu, et étonnamment, moi qui ai tendance à vite me sentir perdu dans un jeu où il y a trop de possibilités, et bah ça s'est super bien déroulé. Le début est un peu dirigiste en mode, voilà, il nous apprend, tu fais ceci, tu fais ça, voilà. Et une fois que t'as appris à gérer les bases, tu sais à peu près ce que tu dois faire et tu te débrouilles. Et du coup, t'es pas envahi de notifications toutes les 30 secondes pour te dire ce que tu dois faire. C'est un petit regret quand même, totalement subjectif, je sais pourquoi on nous fait incarner un agneau. Selon plusieurs religions, c'est censé être l'animal le plus innocent au monde. Mais bon, messieurs les développeurs, si jamais un jour vous avez l'intention de créer un DLC pour pouvoir changer le skin du personnage principal, s'il y a possibilité de jouer un chaton, moi je suis pour. Mais vous allez certainement me demander si ce jeu est aussi exceptionnel, pourquoi il n'est pas en numéro 1 du top. Je vais être franc, il aurait pu être ex-aequo avec le numéro 1 s'il n'y avait pas eu quelques petits défauts, notamment au niveau logistique. Par exemple, le nombre de fois où je me suis mis à parler avec un adepte alors que je voulais utiliser un truc qui était à côté de lui. Ou alors le fait que c'est pas possible de nommer un de vos adeptes cuisinier. Parce que autant que vous soyez le seul à pouvoir prêcher des sermons, je peux comprendre. Par contre, qu'il se laisse crever de faim parce que vous êtes plus là pour faire la tambouille, pas déconner non plus. C'est absolument pas des défauts qui ruinent le plaisir de jeu, bien sûr que non. Mais c'est des petits détails voilà, qui sont un peu chiants. Et visiblement, à l'inverse, les développeurs rajoutent des petits trucs pour vous aider encore plus. Par exemple, il y a... Là récemment, ils ont sorti une mise à jour pour permettre de simplifier tout ce qui est cuisine et pêche. Ce qui est bienvenu, hein, parce que autant au début du jeu, ouais, c'est sympa de faire les mini-jeux, autant au bout de quelques heures, c'est vrai que t'en as un peu marre, quoi. Et aussi, lors de ma toute première partie, j'ai eu à faire un énorme bug qui m'a complètement ruiné ma progression. En fait, j'avais beau avoir de l'inspiration divine, je pouvais plus rien débloquer avec. J'ai tenté de redémarrer, de charger une ancienne sauvegarde, j'ai cherché sur les forums, mais visiblement c'était un bug, et si tu voulais quelque chose qui la répare, t'avais plus qu'à attendre une mise à jour. Après c'était en août, j'ai refait une partie en décembre, et là j'ai pu finir le jeu sans problème. Donc je suppose que ça a été réglé. D'ailleurs le jeu a semble-t-il 3 fins différentes, donc probable que je le retenterai, cette fois dans une difficulté un peu plus supérieure. Quoi qu'il en soit, ça reste une excellente surprise, et je vous invite très fortement à tester Cult of the Lamb. Vous vous doutez bien que un fan de combat chorégraphié comme moi, dès le premier trailer, dès la première annonce dessus, je l'attendais de pied ferme. Et je l'ai absolument pas regretté. Le principe est tout simple. Vous incarnez un élève de Kung Fu dont le père a été assassiné 8 ans plus tôt, et vous partez en quête de vengeance. D'ailleurs, ça c'était une assez bonne surprise parce que à mon sens, aucune pub m'en avait parlé, mais vous avez la possibilité de choisir le sexe de votre personnage. Et comme la version féminine n'avait jamais été montrée dans les trailers, je me suis dit bon, on va commencer avec elle. En termes de développement, choisir la voie d'un simple beat'em up en cette période qui fait l'honneur aux open world RPG, déjà c'est couillu. Et le fait d'avoir un mode apprenti a grandement influencé mon appréciation d'Ubisoft. Alors je précise, le mode apprenti c'est peut-être un mode facile, mais ça rend pas le jeu simpliste pour autant, loin de là. Si vous voulez vaincre tous les ennemis sur votre chemin, vous allez vraiment devoir développer votre technique et vos réflexes. À chaque mort, votre perso revient au combat,
mais vieilli d'une année supplémentaire. Ce qui le rend au fur et à mesure de plus en plus puissant au niveau de sa frappe, mais va peu à peu ruiner sa santé maximale. Et une fois que vous avez réussi à battre le boss de fin, tout le jeu recommence depuis le début, jusqu'à ce que vous ayez découvert la bonne méthode pour obtenir la vraie fin. En l'occurrence, réussir à vaincre tous les boss sans les buter. J'avoue que c'est un point qui était assez complexe, mais et qui nécessite quand même d'aller jeter un œil à la solution pour savoir comment faire, mais c'est pas impossible. Et putain, qu'est-ce que c'était fun! C'est le genre de jeu où vous avez intérêt à être bien concentré pour pas vous faire massacrer. Et quand vous arrivez à latter plusieurs Gugus à la suite sans vous faire toucher, oh, qu'est-ce que c'est jouissif! Bon, le scénar casse pas trois pattes à un canard, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demandait, quoi. Et je vais vous avouer un truc, maintenant que j'ai terminé le jeu, oui, totalement terminé, c'est-à-dire j'ai vaincu et épargné tout le monde, j'ai obtenu la vraie fin, bah j'ai envie de, pour le coup, j'ai envie de tester le soft en difficulté normale pour voir ce que ça donne. On a aussi eu une mage récemment, que pour le coup j'ai pas encore testé, donc vous me direz ce que vous en pensez, qui globalement permet de moduler encore plus les éléments de difficulté. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'être un bourrin invincible avec des armes indestructibles, ou alors désactiver le vieillissement, avoir un seul point de vie, désactiver la parade, et avoir tous les adversaires beaucoup plus forts. Et cette mise à jour était gratuite. Vous voyez, chers développeurs de Rogue Lords, ça, c'est un studio qui fait attention à tous ses joueurs, et qui ne se cache pas derrière une difficulté abusive pour justifier une totale absence d'idées. Vous trouvez le jeu trop punitif ou trop simple? Eh bien vous pouvez le régler à votre convenance, pour vraiment prendre votre pied. Alors, le jeu a-t-il des défauts? À mon grand regret, oui, un seul. Et malheureusement, c'est un défaut de taille. J'ai eu quelques petits ralentissements, mais rien de bien gênant. Mais vraiment le pire que j'ai eu, c'était un chargement infini qui m'a forcé à débrancher la console. Ouais, débrancher la console. Je pouvais ni arrêter le jeu, ni éteindre la PS4 normalement. Ce qui déjà est vraiment pas bon. Et comme si ça ne suffisait pas, le jeu m'a fait recharger la partie avant le boss que j'avais déjà vaincu. Par contre, les 10 putains d'années que j'avais perdues à affronter ce boss, ils me les ont pas rendus. J'avais toujours 10 ans de plus dans la poire, alors que ma victoire a été zappée. Sur le coup, je l'ai un peu mal pris. Après, j'ai eu ce problème en mai-juin, c'est un truc comme ça. C'est à peu près à cette période que j'ai testé le jeu, donc je sais pas si le problème a été réparé depuis. Mais si c'est pas le cas, si par hasard les développeurs de Slowcap tombent sur cette vidéo, sait-on jamais, si vous refaites une mise à jour, pitié, concentrez-vous sur ce point, merci. Si on accepte ce problème, je vous encourage très fortement à tester Shifu. C'est un des meilleurs beat'em up que j'ai testé de ma vie. Il est inventif, fluide et incroyablement fun. Et quel que soit votre niveau d'expertise dans les jeux vidéo, vous pouvez moduler la difficulté à votre guise pour une aventure qui vous plaira. Et pour moi, ça a été sans aucune hésitation la meilleure expérience vidéoludique de 2022. Et on en a terminé avec les jeux vidéo. Je vous encourage donc à me retrouver la semaine prochaine pour la dernière session de Top et de Flop, qui sera cette fois dédiée à mes lectures. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.